Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo kiff, vidéo plaisir. On va sortir des sentiers battus, on va quitter les joueurs habituels que je traite sur la chaîne. J'avais envie de me faire un petit plaisir en ce premier dimanche de Wimbledon et d'évoquer l'une des rivalités les plus mythiques, les plus importantes de l'histoire du tennis. Et elle n'est pas sur le circuit masculin que l'on traite habituellement sur service volé, elle est sur le tennis féminin entre Chris Evert et Navratilova. Il y a un article qui est sorti du Washington Post que je voulais impérativement vous montrer. C'est l'une des meilleures lectures que j'ai eues ces derniers mois sur le tennis. Alors on va revenir en détail sur cette rivalité. Je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé entre les deux femmes. Et aujourd'hui, le dernier chapitre entre Chris et Martina qui est, je trouve, très émotif. Il y a vraiment pas mal d'émotions par rapport à ça. Et dans un deuxième temps, on va parler de Mira Andreeva, la pépite russe. Et c'est beau aussi de voir ça, quoi. C'est beau de voir une jeune joueuse intégrer le circuit et percer comme ça à 16 ans. Ça apporte une forme de fraîcheur qui, je trouve, manque légèrement au circuit ATP qui est cannibalisé par Novak Djokovic et Rafael Nadal, même si certes on a la Baby Jen avec les Alcaraz, les Rune, les Sinner, etc. On a évidemment des belles histoires, mais là il y a quelque chose de nouveau, de frais, de différent. On va en parler sur la deuxième partie de la vidéo. D'abord, cette rivalité iconique entre Chris Evert et Martina Navratilova. Je vous mets le lien dans la description de cet article. Rivale acharnée, amie aimée, survivante. Alors, l'histoire de ces deux joueuses, elle est particulière. Navratilova qui explique, elle me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. On rappelle la rivalité entre les deux femmes. Elle est lunaire, il y a 43-37 pour Navratilova, vous imaginez le nombre de matchs, il y a 36-24 en finale pour Navratilova et surtout il y a eu 14 finales en Grand Chelem entre les deux femmes. C'est complètement n'importe quoi et il y a 10-4 pour Navratilova. Et ce que les deux femmes ont vécu ensemble quasi simultanément, c'est un énorme problème de santé. Vous le voyez ici en bleu. Je connais Chris depuis plus longtemps que quiconque dans ma vie. Dernièrement, elles n'ont jamais été aussi proches. Un fait qu'elles refusent de déprécier avec la sentimentalité. Ça a été des hauts et des bas, l'amitié, dit Evert. Alors forcément, quand vous convoitez la place de numéro 1 mondial, quand vous convoitez les meilleurs trophées, les meilleurs titres, les victoires en Grand Chelem, c'est difficile d'être ami. Et c'est ce que disait d'ailleurs Novak Djokovic à propos de Roger Federer et de Rafael Nadal. Vous pouvez pas vraiment être amis dans ce cas de figure-là, mais après, peut-être que les choses peuvent se révéler, et en vérité, le tennis, vous jouez contre un adversaire, mais c'est un adversaire qui vous tend un miroir sur vous-même. Et vous avez vos failles, vous avez vos échecs, vous avez votre personnalité, les choses enfouies en vous qui se révèlent, et parfois que vous n'avez pas envie de montrer. C'est pour ça, parfois, on voit des comportements outranciers, Corentin Moutet par exemple, Nick Kyrgios, Novak Djokovic également, qui peut avoir certains excès sur le court. Il y a plein d'autres joueurs bien sûr dans l'histoire du tennis, Ilie Nastase, Jimmy Connors, John McEnroe. Ça révèle certaines choses en vous. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans les grands champions, la seule personne qui peut vraiment les comprendre, ce sont leurs rivaux. Et notamment Lendl, McEnroe, qui se détestaient cordialement pendant leur carrière et qui, après leur carrière, sont devenus quasiment amis. Parce que tu sais, en fait, ce que ton adversaire a enduré lors de ses pires défaites, parce que toi aussi, t'en as vécu des défaites horribles. Et il y a un lien intime qui lie les grands champions, on peut pas le nier. Et c'est pour ça, moi, quand je vois les fans des uns et des autres se tirer dans les pattes, dans mes commentaires, dans les forums, sur Twitter, etc., j'ai envie de me dire, mais il s'agirait de grandir, quoi. Faut évoluer, quoi. Franchement, vous êtes complètement à côté de la plaque à tous les niveaux. Alors je sais, c'est un vœu pieux, je sais que là peut-être que certains d'entre vous vont regarder cette vidéo et vont se dire « Ouais, il a pas tort finalement ». Et puis, vous allez repartir dans ce truc-là. Les fans de Nadal qui vont tailler les fans de Djoko qui vont tailler Nadal. On est dans cette boucle-là, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous pouvez pas imaginer à quel point, parce que je suis sûr et certain que dans quelques années, Rafa et Novak ils vont se taper les meilleurs barbecues sans gluten. Donc on continue. À respectivement 68 et 66 ans, Evert et Navratilova se sont retrouvés plus liés que jamais par un facteur indésirable. Vous souhaitez rencontrer un adversaire qui vous rapproche dans la compréhension mutuelle. Essayez d'avoir un cancer en même temps. Ce qui est fou dans cette histoire-ci, c'est que Chris Evert, l'une des premières personnes qu'elle a appelées pour communiquer sur son cancer, c'est Martina Navratilova. C'est assez incroyable, que vous connaissez l'histoire entre les deux femmes, qui d'ailleurs se sont rencontrées, comme nous le rappelle l'article, à l'adolescence en 1973. Elles sont devenues amies, puis elles se sont séparées alors que chacune devenait numéro 1 mondial aux dépens directs de l'autre. Alors je vous l'ai dit, 80 matchs au total, dont 60 finales, c'est complètement absurde. Et après une rivalité de 15 ans, elles ont en quelque sorte atteint un équilibre parfait avec 18 victoires en Grand Chelem en simple chacune. Evert Navratilova, c'est aussi et surtout
un contraste de style absolu au niveau du jeu, au niveau de l'attitude, au niveau de l'apparence globale. Il y a un truc qui était saisissant et c'est ça, je pense, les plus grandes rivalités de l'histoire du tennis, c'est quand elles incarnent deux pôles différents. Vous avez le feu et la glace, McEnroe-Borg, hallucinante rivalité, même si elle n'a pas duré forcément suffisamment longtemps. Et on nous le rappelle dans l'article, hein, Navratilova était l'inverse d'Evert, une joueuse de service volé gauchère pleine d'émotions qui a défié toutes les définitions traditionnelles de l'héroïne avec un militantisme énervé. Son jeu avait une souplesse acrobatique également tout à fait inédite. Jamais une athlète féminine ne s'était déplacée avec une telle aisance dans les airs ou agi si honnêtement. Navratilova était aussi ouvertement politique qu'Evert était populaire. Sa défection de la Tchécoslovaquie communiste en 1975 était un acte de bravoure inimaginable. Il y a une histoire d'ailleurs sur le retour de Navratilova en Tchécoslovaquie, en Coupe Davis, qui est incroyable. Elle est supportée par toutes les personnes tchécoslovaques dans les tribunes, alors que le gouvernement essaye de tout faire en sorte pour que on parle pas d'elle, parce qu'il y a eu cette fameuse défection. Donc il y a des histoires comme ça aussi dans le tennis, qui sont très fortes, qui sont liées à la politique et au contexte du moment. On peut pas les occulter, ça fait partie du sport et du tennis, et sa lutte également pour gagner l'acceptation des foules occidentales a été aggravée par son incapacité provocante à se censurer ou à masquer son homosexualité. Pour aller plus loin maintenant, vous avez plus qu'à lire le reste de l'article, c'est le lien dans la description. Je vous encourage vivement à le faire, vous le savez, sur la chaîne on essaye d'aller un peu plus loin que les poncifs habituels, les analyses de comptoir habituelles. J'essaye de vous amener à réfléchir sur le sport, sur le jeu, sur des domaines plus vastes, et on enchaîne avec le coin tactique. Votre grand angle sur Mira Andreeva, la pépite russe de 16 ans qualifiée pour les 8e de finale à Wimbledon. Il y a beaucoup de choses à raconter, à dire sur ses qualités intrinsèques, sur ce qu'elle va devoir également modifier, améliorer sur ses prochaines années. C'est passionnant de voir une jeune joueuse percer comme ça, et de voir le potentiel, comment est-ce qu'on peut affûter ça, affiner ça, c'est tout l'objet de cette analyse. Et on va commencer avec un premier aspect, je trouve très intéressant, c'est ses qualités adaptative. Elle arrive d'une manière tout à fait remarquable à s'ajuster et à rediriger la balle, même quand celle-ci arrive sur le corps avec un mini faux rebond. Ce qu'elle va réussir à faire dans cette position, c'est un revers décroisé dans cette position, un revers d'ailleurs qui fait mouche chez elle. Alors ça, c'est la grosse séquence dans le jeu de Mira Andreeva, ce qu'elle arrive à produire d'une manière régulière, c'est son coup fort. Alors désolé si je spoil pour Jean-René Lisnard pour l'Académie, mais bon, les adversaires vont commencer à s'ajuster sur ce revers. Donc elle est ici dans cette position. Alors généralement, ce que font les joueurs, c'est qu'ils vont aller chercher un revers croisé. Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est là où le câble est le plus bas, et c'est un coup sécuritaire. Voilà, on engage le rallye, il n'y a pas de souci. Pour elle, ce qu'elle va réussir à réaliser, c'est un revers long de ligne, avec un magnifique angle, pas toujours avec beaucoup de risques, une longueur raisonnable, mais on déporte son adversaire, et même mieux que ça en réalité, parce que sur gazon, les revers à plat comme ça, ça va fuser, et ça peut se transformer en coup gagnant. Alors on va maintenant se pencher un peu plus sur les progrès à effectuer pour Andreeva, les légers manques encore. Alors elle fait 1m71, on le rappelle, elle a simplement 16 ans, donc elle va continuer à grandir, elle n'est pas à pleine maturation physique et au niveau de la taille, mais il n'y a pas assez de points gratuits sur le service. Ça ressemble plus à une mise en jeu pour l'instant. On a par exemple sur ce match 65% derrière la première balle, 41% derrière la seconde. Elle est encore très loin en réalité des standards de Rybakina, de Sabalenka, des grosses serveuses du circuit qui ont des gabarits très forts, très élancés, très puissants. Elle n'est pas encore vraiment à pleine maturation. Un autre secteur dans lequel Mira Andreeva va devoir s'améliorer, c'est le coup droit. C'est un coup droit qui a tendance à monter un petit peu trop en volume et qui manque de puissance, donc il va atterrir juste après le carré et qui est facilement attaquable pour ses adversaires. Alors elle a de la grinta, elle a une combativité, elle est capable de se rétablir dans les échanges également, mais il faut être capable, dès qu'on a un coup droit accessible, d'envoyer une pépite, une grosse cartouche. Elle peut le faire, on l'a vu en retour être capable de produire ce genre d'accélération au coup droit, mais il faut être capable de le réaliser en constance et dans les rallyes. Il y a aussi chez cette jeune joueuse un équilibre entre instinct et plaisir de jeu, et ça la rapproche du coup je trouve de Carlos Alcaraz, qui est encore bien sûr nettement plus évolué et un peu plus âgé également, mais on est dans ce mix entre du tennis de pur instinct. Par exemple ici on a un service 1-2, on se décale sur le revers et on va gratter une amortie. C'est pas une séquence de jeu qu'on voit beaucoup sur le circuit, que ce soit WTA ou ATP, et donc il va falloir dans sa formation, dans son évolution, maintenir ce côté instinctif,
plaisir tout en structurant mais sans la dénaturer. Et c'est ça tout le plaisir de former un jeune joueur ou une jeune joueuse. C'est toi qui peux la polir, l'améliorer, mais il faut pas non plus casser cet instinct et ce plaisir. Autre chose aussi à améliorer, je trouve, c'est la shot selection. Alors ça c'est normal à son âge, évidemment, tous les coups sont pas parfaits, c'est pas Novak Djokovic encore, mais là par exemple, hein, on a un coup de transition défensive et elle réalise une moonball, ce qu'elle avait réalisé par exemple à Roland Garros, on en avait parlé, mais c'est pas le bon coup, c'est pas efficace sur gazon. Potapova qui va pouvoir s'appuyer sur la balle et envoyer un coup gagnant juste après en coup droit. La tactique et la technique c'est bien sympa, mais je pense qu'il y a un domaine dans le tennis qui est encore plus important, c'est là, c'est ce qui se passe là. Un set, un break initial pour Andreeva, il y a 1-0 et puis il va y avoir un trou d'air, elle est menée 4-1 et on a ce débreak ici à 4-2 et moi ce que je retiens c'est son attitude, hein. Le point serré, on s'encourage à chaque point, à chaque moment pour essayer de revenir, c'est... Voilà, c'est une joueuse russe, il y a un petit feu intérieur, on sent, il y a un bouillonnement, il y a une personnalité qui peut parfois un peu s'échapper, l'envie de gagner qui est trop forte. On l'a vu saisie par les émotions à la fin de la rencontre. Donc tout ça, c'est une histoire de subtil équilibre. Et pour l'instant, Andreeva, je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal. Deux recommandations pour vous demain. D'abord la première, on se retrouve à 11 h, ce sera sur Winamax pour le mag sans filet épisode 2. Donc si vous avez raté le premier d'ailleurs, n'hésitez pas à le regarder en replay. C'est moi juste ici là d'ailleurs. Et puis demain, eh bien on a un programme surchargé je trouve sur Wimbledon avec un Alcaraz Berrettini. Alors celui-là, faut pas le rater, un Berrettini top 3, top 4 meilleur joueur sur le gazon qui retrouve des couleurs. Carlitos qui va avoir un sacré morceau à avaler demain. On se retrouve du coup demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des fraises.